pour situer les choses à ma façon, rêver de réparer l'histoire avec un petit H. C'est-à-dire l'histoire de l'enfant dans son lit, histoire intime. Il y a un film qui me fait dire ça, mais j'avais déjà élaboré avant. Le film qui s'appelle La grammaire intérieure, qui est de Grossman, David Grossman, c'est le titre du livre. C'est un film israélien sur un gamin israélien qui est probablement autobiographique de Grossman lui-même, probablement, où justement la grande histoire, l'histoire rompue, l'histoire qui fait qu'une famille juive polonaise a été fortement attaquée, assassinée en partie au moins là, et qui vient donc en Israël après la guerre. Et il y a bien sûr l'histoire des familles, la mère, le père qui raconte tout ça, notamment le père a un rôle considérable parce qu'il y a un arbre au milieu de la cour où ils habitent qui est en train de mourir, et le père explique à son fils qu'il faut soigner cet arbre, symbolique de la transmission, et cet arbre va finir par mourir. Alors il le soigne parce qu'il connaît bien les arbres, il met des choses qu'il faut dans les trous, machin. Et puis il y a le gamin qui lui, on lui dit rien, c'est comme ça en Israël à l'époque, on ne disait rien. Il était convenu qu'on n'en parlerait pas, et donc, mais ça parle en lui. Donc c'est un exemple de ce côté-là où il y a la grande histoire qui pénètre l'histoire des familles, qui va aussi empêcher que la petite histoire du gamin dans son plumard, de la nuit, il rumine des trucs, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses bizarres. Il va se mettre du papier dans la narine, comme si c'était là où il fallait mettre ça, s'asphyxier, quoi. Alors, penser à la Shoah, à la chambre à gaz, au point qu'il faut appeler un médecin d'urgence. Il va se mettre dans une valise par un copain, là, ils n'arriveront plus à ouvrir la valise, les valises de déportés, et finalement il va se mettre dans un frigidaire, en plein champ perdu, où il fait un montage, où tirant sur la porte du frigidaire, il va mourir à l'intérieur, asphyxié. Donc il vit dans son corps et dans son histoire ce qu'on lui dit. C'est un remarquable film d'un type qui s'appelle Neil Bergman, qui a fait d'autres choses aux États-Unis ensuite. Et en même temps, donc je trouve ça fabuleux. Mais moi, ce qui m'intéresse de reprendre, c'est combien tu fais la chose que je trouve formidable, c'est de parler de cinéma. Alors là, j'ai une petite critique, parce que moi j'appelle ça psychanalyse, cinéma et politique. C'est-à-dire que la psychanalyse a une place énorme. J'ai commencé un autre livre, j'avais fait un autre livre de commande par Bayard sur Spielberg, que j'ai intitulé Lettres d'un psychanalyste à Steven Spielberg, où je lis ces films, une quinzaine sur 24 à l'époque, en 2004, et où j'ai été interviewé récemment dans un endroit de cinéma où la personne connaît, par philo, et connaît la psychanalyse aussi beaucoup. Elle dit, vous équilibrez bien psychanalyse et cinéma. Je crois que c'est ce que j'ai fait aussi dans ce livre. Je ne veux pas donner une primauté au cinéma plus qu'à la psychanalyse. Et au contraire, et la psychanalyse, alors c'est pour ça que chaque tête de chapitre, bon, j'honore le cinéma parce que c'est au-delà de ce que je peux faire moi. En haut à gauche de chaque chapitre, il y a les films dont je vais parler dans le chapitre, et en bas à droite, il y a les concepts, les notions dont je vais parler. Donc il y a une espèce d'équilibre. Je cherche, alors, c'est quoi mon bouquin? C'est quand même, ça part d'un paradigme que j'aborde dans l'introduction, que j'aborde encore après dans le parcours du bouquin, pas assez peut-être, qui est le suivant. Quel est le paradigme de notre époque? Et je finis par dire, et de trouver que ce paradigme, c'est le même depuis plus d'un siècle. Maintenant, c'est la fin du 19e, c'est quand le religieux, en France bien sûr avec la loi de 1905, mais le religieux est tombé, il n'a plus de garantie à donner au sujet. Le sujet doit se débrouiller tout seul. Et voilà, et il va trouver son adresse, une adresse, mais on pourrait dire laïque, c'est fondamentalement laïque, même si on veut être religieux, c'est à la laïcité que ça s'adresse, soit un espace laïque, de telle sorte que cette métaphore-là de notre époque, c'est quoi l'adresse à l'autre? Voilà, c'est comment ça fonctionne l'adresse à l'autre, un autre qui soit pas dans le religieux. C'est-à-dire que c'est, pour reprendre la phrase de Malraux, qui le dit en 53, la formidable avancée qui s'est produite avec la psychanalyse, c'est de réintroduire les démons dans l'homme. Ils étaient dehors par le religieux. Voilà que, c'est-à-dire qu'il y avait une responsabilité du collectif religieux auquel on pouvait se référer pour pouvoir tenir bon dans la vie quotidienne. Je ne vais pas dans les détails, mais là, c'est fini.
et du fait qu'il y a eu la Shoah. C'est ça qu'il dit, cette atrocité-là fait que, etc. Et c'est là où il lance sa fameuse phrase, le 21e siècle sera, alors c'est pas de lui, c'est de lui, peu importe, ça résume bien le problème, c'est pas de lui en fait, c'est le journaliste qui, l'interviewant, a ensuite pris cette formule pour lui, mais qui résume bien l'échange qu'il a eu avec Malraux à ce moment-là. Le 21e sera religieux, ou ne sera pas, c'est-à-dire ce sera la bombe, on y est, hein. Il sera religieux, et il faut comprendre que l'islam, il le dit là, dans ce texte, l'islam va nécessiter des tyrannies et des révolutions qui vont plus ou moins rater d'une cruauté telle qu'elle assiste. Et il va falloir bien négocier avec les chefs arabes d'une autre façon qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Un visionnaire, quoi. Un visionnaire à la De Gaulle. Il voyait les choses 60 ans avant ou 50 ans avant. Hein. Et ça, c'est quand même prodigieux. Alors, à partir de cette notion paradigmatique de notre époque, comme quoi le grand autre, si on peut parler comme ça, devient le lieu d'interrogation sur à qui je m'adresse, de quoi je parle, la psychanalyse va naître à ce moment-là, fin du 19e, le cinéma aussi, naissance conjointe, et d'autres choses aussi, le communisme bien sûr, et le féminisme, et tout ce qu'on voudra, et la question de Mallarmé, et la question de l'art, là, avec l'objet qui va prendre une valeur formidable, n'est-ce pas, et qui va faire aboutir à la publicité, on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire que la dimension de l'extériorité va vouloir être à nouveau regagnée, mais il y a une intériorité avec laquelle il faut compter désormais. Hein. Et alors, cette avancée de ce placement, c'est ce que je disais dans mon bouquin en introduction, ce placement de l'autre comme paradigme, à quoi je m'adresse pour pouvoir savoir qui je suis, sans que ça soit une garantie religieuse ou autre, eh bien, il va être immédiatement attaqué. Immédiatement attaqué. Je pense qu'on peut dire que la guerre de 14, ça commence à être ça. Le communisme qui va devenir très rapidement, peut-être fasciste, stalinien, la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, Mussolini est avant, c'est là où Freud se pointe les pieds avec, il ne sait pas très bien où aller avec ça, et etc. Donc tout va tourner, et puis bien sûr la Shoah, je distingue un peu du nazisme, bien que ça en fasse partie. Bon, et puis bien sûr après, alors les procès de Nuremberg et tout ce qu'on voudra, qui ont peut-être empêché que des erreurs se produisent. Et il y en a quand même eu, peut-être qu'il y en a moins parce qu'il y a le tribunal de Nuremberg et l'ONU qui ont existé, ça a peut-être empêché certaines, certains génocides, je sais pas lesquels, mais il y en a eu quand même, hein. Et c'est ça le point qui me touche énormément, si je puis dire, parce que c'est abstrait, hein, après à la limite, c'est combien ce petit gamin qui est dans son plumard, cette petite fille, qu'on est tous un peu dans cette position-là, qu'est-ce qu'on fait avec cet intime dont Freud dit qu'il y a à l'intérieur de l'inconscient deux désirs indestructibles, le désir d'inceste et le désir de meurtre. Le désir d'inceste avec la mère, dit Lacan, le désir de meurtre pour le père, dit Lacan. C'est-à-dire que ces deux désirs-là, alors c'est indestructible, fait que c'est pas très rigolo, et qui vont évidemment mis en fantasme, en symptômes, en bouquins, en films, en cure analytique, mais ça va pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'avec ces génocides, notamment pour ce qui me concerne, non pas que j'ai été frappé directement, mais quand même ma famille, oui, je veux dire mes grands-parents, etc., des oncles et tout, qu'est-ce qui fait que ces deux désirs-là, indestructibles, ont été quand même un tout petit peu chatouillés autrement du fait des génocides. Et du coup, mon interrogation permanente, question psychanalyse, sur Eros et Thanatos, ces deux éléments, ces deux points, ces deux notions que Freud amène après la guerre de 14, et je me demande si aujourd'hui ça tient encore. Voilà. Et que nous, il s'est produit quelque chose que Freud n'a pas connu. Est-ce que ça tient encore? Moi, il me semble que justement, il y a une thèse que je soutiens, qui est peut-être très polémique avec d'autres copains analystes, c'est que c'est Eros qui a gagné la partie avec le nazisme. C'est curieux de dire ça. C'est la liaison, hyper-liaison, qui n'a plus été bridée par Thanatos. Vous avez ça à la fin du bouquin de Freud sur Au-delà du principe de plaisir. C'est pas directement dit comme ça, mais il dit que Eros a besoin d'être bridé. Et si ce bridage, ce freinage n'est plus là, et quand on l'abîme, quand on l'esquinte, c'est curieux de dire que l'habitude, on dit que la pulsion de mort, c'est la barbarie, et Eros, ça serait la civilisation. Les deux sont des deux côtés, donc c'est pas la peine d'aller idéaliser l'un et démoniser l'autre. C'est là où on a tendance à faire de l'instant de mort le pire pour les psychanalystes. C'est pas vrai, moi ça marche pas comme ça du tout. En plus, je trouve que c'est pas très juste de faire une lecture du collectif et des choses du monde à partir de notions psychanalytiques qui sont pas faites pour ça, elles sont faites pour l'individu, pour le sujet, pour le moi. Donc, mais en même temps, quand on y va, hein, on trouve des choses intéressantes. Bon, et c'est là où
ce que j'ai fait avec ce livre-là, pour vous le dire à tous, et en particulier bien sûr à Jean-Luc Poitvin et à toi Isabelle, c'est-à-dire quelque chose où je finis mon livre en disant quel est, devant ce rêve, je parle de Kertész, toute dernière page, le site à propos de chercheurs de traces, quelle déposition pourrait-on faire, à quelle barre pourrait-on aller pour pouvoir dire ce qui est arrivé au sujet? Eh bien, on trouve qu'il n'y a un seul endroit, c'est sa propre intimité, et que ce qui, sitôt repéré, va être en quelque sorte un immense intime au dehors, qu'on ne saura pas gérer, qui finalement va se dissoudre, et qui finalement me fait dire dans ce bouquin, peut-être que le féminin, au sens freudien du terme, et lacanien, va civiliser la violence des hommes, masculins mais aussi des femmes, mais surtout celle des hommes, mais surtout que la seule politique à tenir avec le rêver de réparer l'histoire, c'est le réveil. L'endormissement dont parlait M. Valls. Alors, ce qui fait que ce livre-là existe, avant janvier, il est sorti le 22 janvier, il est en pleine histoire. Pour dire une anecdote, je suis interviewé sur Radio RCJ, Radio Communauté Juive, le 7 janvier à midi, et à midi se produit le crime, et chaque seconde, quelqu'un rentrait dans la salle de discussion, d'interview. Évidemment, j'ai eu que 10 minutes de parole, et encore, pour parler de ce qui se passait, et donc c'est quand même assez impressionnant pour moi, mais je me suis rendu compte que rêver de réparer l'histoire, on voulait comparer ce bouquin à d'autres bouquins, mais à Houellebecq notamment, bien sûr, et évidemment, moi je disais que Houellebecq, j'ai pas eu le temps de l'expliquer, c'était plutôt la conspiration du mal, et moi j'essayais d'être du côté de la conspiration du bien, naïvement. Rêver de réparer l'histoire pour un psychanalyste juif, ça fait bizarre. Ben, c'est comme ça. Alors, rêver, c'est pas au sens, bien sûr, de faire des rêves en dormant, c'est de tenter de symboliser, de tenter de psychiser, tu as repris très bien, c'est un drôle de mot d'ailleurs, tout ça. Et ce qui finalement se retrouve dans ce livre, et j'arrête pour passer la parole à Charles, c'est que j'ai repris pratiquement tous les points qui m'ont soutenu depuis la sortie du film Shoah compris. Il y en a deux que j'ai pas trop indiqués, c'est le travail de Claire Ambroselli sur les crimes contre l'humanité et les crimes médicaux. J'ai beaucoup travaillé avec elle, j'en ai pas parlé assez. S'il y a une nouvelle édition, j'espère pouvoir en parler. Et le père Patrick Desbois, que vous connaissez peut-être de nom, c'est un monsieur qui a fait d'énormes travaux de témoignage dans l'Est de l'Europe, où il va chercher dans les fosses de juifs non enterrés, il n'y a pas de sépulture, où il repère tout ça, il a des accords avec des juifs à Londres, des rabbins qui se demandent est-ce que je peux déterrer là parce qu'il ne faut pas toucher au corps des morts. On lui donne l'autorisation, il envoie des images, bon tout ça et il fait un travail gigantesque, je ne l'ai pas non plus assez cité, alors que en plus c'est un ami. Bon, mais sinon, tous ces points que je soulève, que ce soit Shoah, Memory of Justice, le film Belzec de mon fils Guillaume, et d'autres choses encore, et j'apporte pas que des films sur ces questions-là, mais des films justement qui vont me civiliser, des films sur le féminin, pour essayer de sortir de tout ça. Eh bien, ces remparts, aujourd'hui, je dis, il me semble qu'ils sont en train de craquer. Ça tient pas. La preuve, ce qui se passe avec Daesh. Je venais là, j'entendais cet après-midi, les psychanalystes entendent prendre un café dans sa cuisine, et j'entendais à la radio les horreurs et la comptabilité des morts en Syrie, et que la Syrie s'enfonce dans le noir. 87% des réverbères de la lumière du pays a disparu. Il n'y a plus de lumière dans ce pays, il n'y a plus d'éclairage. Il est vraiment dans les ténèbres, et métaphoriquement et réellement. Donc voilà, et c'est là où, bon alors c'est pas chez nous, c'est pas loin, c'est pas chez nous non plus, c'est pas très loin d'Israël non plus, ça peut faire des guerres épouvantables, mais c'est vrai que c'est là où, la question de savoir si on est protégé par moi j'étais protégé par ces œuvres, ça me protégeait. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait quelque chose encore de cet ordre-là? Justement, j'en sais rien. Bon, mon bouquin, je pensais qu'il allait s'ajouter à ses remparts. Je sais plus. Voilà. C'est assez pessimiste, néanmoins, on va continuer à rêver avec Jean-Louis. Jean-Louis. C'est pas sûr.